Natif de Saint-Hilarion, il habite Montréal où il a une carrière éblouissante depuis de nombreuses années. Porte-parole pour l'Auto-Québec, on le surnomme aujourd'hui le donneur de millions. Engagé dans de nombreuses causes, cet homme généreux s'implique du mieux qu'il peut pour améliorer le sort de ses semblables. À seulement 43 ans, il a un parcours atypique, mais des plus passionnants. Aujourd'hui, à TVCO, Patrice Lavoie se souvient. Bonjour Patrice. Bonjour Pascal. Je suis vraiment contente. Est-ce vraiment toi? Oui, c'est ça, je suis vraiment contente de t'accueillir ici. Moi aussi, je suis content. Ouais. Ça nous donne une occasion après 25 ans pour se revoir. 25 ans, le temps passe vite. C'est vraiment, vraiment formidable, je suis super contente. Parce que toi et moi, on est étudiés ensemble au secondaire. Oui. Il faut le dire, de secondaire 1 à secondaire 5, puis même au cégep. Oui. On s'est CA, côtoyés longuement. Mais on va en parler de ça tantôt. On a fait notre jeunesse ensemble même. Ah ouais. Mais j'ai pas de détails croustillants, Ben non, non plus. Donc, Patrice, on est là pour apprendre à te connaître. Hein? Tu es un personnage public qui travaille pour l'Auto-Québec. On va en parler tout à l'heure. Mais là, le but de l'émission, c'est de te connaître toi. Donc... Moi, je peux pas te poser de questions? Non. Ah, OK. Donc, toi, Patrice, tu viens d'où ici dans Charlevoix? Moi, je suis originaire de Saint-Hilarion, un village que j'aime beaucoup. Bon, je suis natif de là. J'ai vécu là avec ma mère et ma sœur, née en 1978. Donc, tu le dis en introduction, dans ta belle introduction qui m'a touché, 43 ans. J'y ai vécu jusqu'à 19 ans, puis par la suite, là, je suis allé à Montréal faire mes études. Et comme tu dis, un parcours un peu atypique parce que je suis revenu dans la région, je suis reparti à Montréal. Mais là, on va tout pas là couvrir qu'on ça. s'en va. Non, hein? Moi, je veux connaître ton enfance. L'enfance, OK. Ouais, je veux savoir comment c'était chez vous. C'était une maison. En fait, mon père est décédé quand j'avais 6 ans. Fait que j'ai été élevé par une mère monoparentale qui nous a donné beaucoup d'amour. Et dans le temps, on n'était pas riche, là, mais on a manqué de rien. T'avais beaucoup 6 d'amour. ans quand ton père... Oui, c'est environ un petit peu plus longtemps après cette photo-là qu'on voit Est-ce que présentement c'était à d'une l'écran. maladie? C'était d'un accident d'avion. Il était garagiste, mais il était aussi pilote de Cessna pour son plaisir. Puis à un moment donné, bon, OK, donc vous ne voyage l'avez pas à vu venir du Rivière-du-Loup. jour au lendemain. Exactement. Ton père est disparu. Exactement. Puis ma mère, elle a dû se réinventer elle-même, retourner à l'école, devenir cuisinière et serveuse. Donc, elle a travaillé toute sa vie au restaurant, la salle à manger Mi-Chemin, à Saint-Hilarion, le fameux Mi-Chemin. Donc, une enfance heureuse, mais relativement simple. J'étais un enfant qui s'amusait beaucoup tout seul. Ma sœur était un peu plus grande que moi. Elle avait 4 ans de plus que moi. Donc, j'avais des amis dans le voisinage, je jouais avec eux. Un enfant on jouait à solitaire. quoi à Saint-Hilarion dans les années 80? À la cachette, à la marelle, des choses comme ça. Un peu à la cachette barbecue. Pas en étant enfant, mais en étant adolescent. Mais ça, on est tous passés par là. C'est nos amis. Mais une belle enfance. Une belle enfance, puis un milieu familial très, très sain. J'étais un enfant studieux, très ordinaire, très simple. OK. Donc, vraiment une bonne maman avec de bonnes valeurs. Oui, c'était le fun de rentrer à la maison. Tu étais toujours heureux de rentrer chez toi. Oui, puis c'est ça, je ne sais pas comment il a fait pour arriver, là, parce qu'évidemment, avec le salaire, mais j'ai pas eu l'impression qu'on était plus pauvre qu'une autre famille du village et tout ça. Donc, une belle enfance. J'ai des choses positives à dire, oui. Donc, au primaire, tu fais ça à Saint-Hilarion? Exactement, oui. À l'école Marie-Reine. Oui. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, mettons, tu as un professeur là-bas? As-tu un souvenir de quelque chose de vraiment touchant là, de ton primaire? Ah, mon Dieu. Bien, tous les professeurs que j'ai eus dans chacune des 6 années, c'est tous des professeurs différents, ont été très, très bien. Je me souviens, entre autres, de Mme Rolande en 4e année. C'est sûr j'étais un enfant un peu timoré, un peu renfermé sur lui-même. Puis elle m'avait dit, Patrice, des fois, on dirait que tu sens que tu n'es pas heureux à l'intérieur. Fait que, tu sais, je trouvais que déjà là, on était vraiment dans les années 80, là, que les professeurs sentent un enfant qui était peut-être un petit peu moins bien, puis qu'on aille vers moi. Je me souviens que ça m'avait fait ce souvenir qui me marque encore. Oui. Est-ce que tu crois justement que le fait de venir d'un plus petit milieu comme Saint-Hilarion t'a permis peut-être
malgré la perte de ton père, d'être encadré par un village plutôt... C'est une bonne façon de le voir. Une bonne Ouais. façon de le voir. C'est sûr que j'ai jamais eu vraiment de figure masculine à proprement dit. J'avais des hommes dans mon entourage, mais pas personne qui a joué vraiment le rôle du père officiel. Mais comme on dit, j'ai fait du monde quand même. Ben oui, je vois ça. Est-ce Mais que... je me suis vraiment bâti ma propre masculinité à partir de ce que je croyais Oui, qu'on oui, devait oui. être à titre d'homme. Donc, Un pas de homme grands-parents qui habitaient proches, pas sont d'oncles, de décédés. Non, tantes, de... mes grands-parents sont décédés. J'étais très jeune aussi. Mon dernier grand-père est décédé, j'avais 2, 3 ans. Donc, OK. oui. Donc, les parties de Noël étaient tranquilles chez vous. Ah, j'avais des oncles et des tantes, là, OK. mais les grands-parents, eux, étaient... Des cousins, cousines dans Saint-Hilarion? Cousins, La cousines. famille était de Saint-Hilarion? En fait, ma mère était de Petite-Rivière-Saint-François. Donc, quand c'était le temps de se retrouver en famille, c'est sûr que mon père étant décédé à 6 ans, on a plus fréquenté là, la famille de ma mère. Donc oui, 12 frères et sœurs avec les enfants et éventuellement les petits-enfants maintenant, donc une grosse famille. Puis on se réunit encore une fois par année au jour de l'an, mais là, pas en temps de COVID, pas en temps de COVID, mais on est toujours très proches. Donc à Petite-Rivière, c'est là qu'on passait les vacances. Oui, finalement. j'ai passé mes étés là aussi sur le bord du fleuve, donc oui. C'est bien. Oui. Et puis ton secondaire, alors, on arrive ici à la Polyvalente Saint-Aubin? Secondaire, c'est là qu'on se rencontre Oui. et on a un coup de foudre amical, on peut le dire ainsi. Total. On avait la même horaire, tous les cours secondaire 1, donc on se connaissait pas, on se voyait la face tout le temps. D'ailleurs, j'avais presque la même coupe qu'aujourd'hui, avec la coupe Longueuil, là. Mais effectivement, ça c'est moi en secondaire 1 dans les premières journées. Et c'est ça, la seule personne, on arrivait d'une petite école, on arrive dans la grande polyvalente, puis je pense qu'on était devenus aussi amis parce que c'était comme, oh mon Dieu, on se voit à tous les cours et tout ça. Oui, c'est ça. On avait développé une belle amitié. Ça, c'est en secondaire 3 avec ma coupe... Ça, c'est une coupe à ne pas refaire. Tous les cheveux rasés avec un gros toupette, là. Mais bon, c'était à la mode à l'époque. Je tiens à dire que c'était à la mode à l'époque, mais bon. Est-ce que tu réussissais bien à l'école? Oui. Je réussissais bien. J'ai été studieux un petit peu davantage au cégep. Mais par contre, même en étudiant plus ou moins, je réussissais quand même assez bien, là. Je pense que j'avais une facilité à l'école. Les petits garçons, d'habitude, on dit souvent que les garçons sont peut-être moins, même surtout à l'époque, là, moins adaptés à l'école pour rester longtemps attentifs et tout ça. Moi, de mon côté, ma mère, elle dit encore aujourd'hui, je me souviens même pas de t'avoir dit une fois, va faire tes leçons ou va faire tes devoirs. Elle dit, je me suis jamais occupé de ça. Fait que j'étais quand même consciencieux et Est-ce que tu étais populaire? Populaire. J'étais populaire auprès de certaines filles, mais en même temps, je faisais pas partie non plus. J'ai l'impression qu'à cet âge-là, comme adolescent, les gens populaires, c'est ceux qui font du sport beaucoup et qui sont peut-être un petit peu plus extravertis. Moi, j'étais relativement tranquille, studieux, donc les garçons, des fois, un petit peu plus sportifs. Bon, l'intimidation à l'époque, là, maintenant, c'est rendu un gros fléau, puis les gens, on lutte vraiment contre ça. C'est nommé. À l'époque, c'était juste se faire taquiner par les autres, là. À l'époque, on n'était pas dans une situation où on dénonçait l'intimidation. Tu as vécu ça beaucoup? Oui, quand même. Ouais. Au secondaire, au primaire, un petit peu moins, mais au secondaire, je dirais plus au début du secondaire. Secondaire 4 ou 5, les gens vieillissent et c'est un peu moins pire. Est-ce que tu sais c'est quoi qui dérangeait? C'était quoi qui... Bien, en fait, j'imagine que, bon, c'est ça, j'étais un garçon quand même relativement tranquille, doux. Populaire auprès des filles. Des fois, ça crée un petit peu de jalousie. Pour un garçon qui est un petit peu plus tomboy, puis on se bat et tout ça, c'est sûr que c'était une cible peut-être facile. Oui, c'était plus facile. Mais c'est ça. C'est drôle que tu me dises ça parce que la personne peut-être qui a été la plus méchante avec moi au secondaire, récemment, elle m'a écrit sur les médias sociaux, puis on a eu un échange et elle m'a dit, écoute, elle dit, je tiens à m'excuser parce que je crois vraiment que c'était de la jalousie. On était plus jeunes, on était moins éduqués, puis, tu sais, là, je me rends compte que j'avais tort, puis, tu sais, t'étais très populaire auprès des filles, t'étais capable de leur parler, nous, on n'était pas capable, on était très bloqués, fait que ça créait une certaine jalousie, puis on te taquinait avec ça. Mais la personne, des années plus tard, là, elle a souhaité s'excuser. Ça veut dire que... Oui, qu'elle avait je des l'ai remords. pris, ouais. Mais toi, est-ce que tu as été capable de pardonner vraiment ou la crotte sur le cœur va rester? Sais-tu? Je pense qu'on vieillit, puis on acquiert de la maturité. Je pense que ces personnes-là c'est ce qu'ils connaissaient à l'époque. Puis non, je dis pas ça pour bien paraître, mais sincèrement, c'est vraiment derrière moi, tu sais. Quand la personne m'a écrit, j'ai fait « Ah mon Dieu, je m'en suis souvenu ». C'est sûr que le souvenir est revenu à la mémoire, mais pas pour dire que, mon Dieu, que je suis encore choqué ou vindicatif. Est-ce que ça t'a fait plaisir?
En fait, ça m'a touché. Puis, je me suis dit, en fait, le sentiment que j'ai eu, c'est, ah ben cette personne-là est encore, elle a une plus belle humanité que je croyais. Tu sais, si elle a été capable de faire ce recul-là et de m'écrire des années plus tard, tu sais, on s'entend, des fois, les hommes, bon, là, j'ai des préjugés, mais tu sais, on n'est pas si près de nos émotions en général. Certains, oui, là. Je ne veux pas généraliser, mais que cette personne-là prenne le temps de le nommer, de me l'écrire et de vraiment faire des excuses officielles. Je me suis dit, ben c'est... Fait que ça m'a touché, puis je me suis dit, ben je pense que les gens, ça m'a comme, je sais pas, réconcilier avec les gens. Les gens peuvent s'améliorer. C'est vrai, ça. Ouais. On a le droit de changer. Puis je suis un gars résolument positif, puis je me suis dit, c'est comme ça que je l'ai pris. Tu sais. D'ailleurs, dans le On a le droit de changer, tantôt, tu as dit que tu étais un gars qui était plutôt timide, que tu étais plutôt effacé. Pour aller en communication, pour être l'homme public que tu es devenu, c'est quand que ça a changé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un miracle de la nature. Je me l'explique pas. Non, sincèrement, puis je vais même te dire, ma mère, elle m'a dit des années après que lorsqu'elle parlait avec mes tantes, elle se disait, mon Dieu, Patrice, je pense qu'il partira jamais de la maison. Il est tellement, tu sais, je pense qu'il va toujours rester dans tes jupes. Ma mère disait, ben on le sait pas, tu sais. Puis j'ai fait mon secondaire, mon cégep, et je m'en allais comme comptable en management accrédité. À 18 ans, je suis parti étudier l'anglais à Winnipeg chez des amis d'un ami. Puis, je sais pas, je suis revenu avec un certain sentiment d'être devenu un homme, peut-être, mais là, je me suis dit non, je vais aller en communication. Et là, c'est comme si j'avais pris une confiance en moi que j'avais pas avant. Puis, en toute honnêteté, il y avait 2 programmes. Un qui était à Montréal, tout seul, sans amis, et tout le monde allait à l'Université Laval. Mais moi, je suis allé à celui à Montréal parce que c'était celui qui était le plus contingenté, qu'il acceptait 60 étudiants par session. Donc, je me suis dit, je vais être choisi. Et c'est là que j'ai commencé à carburer, à me dépasser, relever des défis. Puis à chaque fois que je relevais un défi et que je réussissais, ça venait encore nourrir ma confiance en moi. Donc, le petit gars qui manquait un petit peu de confiance puis qui s'était fait taquiner plus jeune puis qui était très réservé, de plus ça allait, plus finalement, ben, il y avait confiance en lui, fait que ça a fait peut-être la personnalité. La vie t'a nourri. Ben, j'avais l'impression d'être nourri, effectivement, par chacun des défis. Là, c'est sûr que le côté négatif de ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu te contentes aussi de ce que tu as. Et tu sais, il n'y a pas toujours des défis qui arrivent. Là, des fois, je changeais d'emploi aux 8 mois, Patrice, 1 an et tout ça. On va revenir à l'emploi. Parfait. Là, on va prendre une petite pause pour écouter l'œuvre que tu as choisie, qui te ressemble. Puis on revient avec ça après. Parfait. Alors, Patrice, je suis un peu surprise de ton œuvre. C'est un film, c'est la première fois qu'on me présente un film et en plus que je connais pas du tout. Il paraît que j'avais le droit de présenter un film, fait que je suis allé. Tu as tous les droits. Raconte. En fait, c'est le film Lost in Translation de Sofia Coppola, la fille de Francis Ford Coppola. En fait, c'est son 2e film, le long film. Ça porte sur l'amitié improbable de 2 personnes, une jeune fille là, qui est de 18-20 ans et un acteur qui est sur le déclin. Ils se rencontrent à Tokyo. Un suit son chum photographe, l'autre, l'acteur est là pour tourner une pub. Et c'est ça, tout le long, on les suit dans le développement d'une amitié. Ils sont tous les deux à la croisée des chemins dans leur vie respective. Qu'est-ce qui te touche dans ça? Je sais pas, c'était le fait d'être un petit peu à l'autre bout du monde puis de se retrouver soi-même, tu sais. Puis là, le slogan du film, c'est souvent « faut aller à l'autre bout du monde pour finalement se retrouver soi-même ». Et bon, c'est sûr, on les voit s'embrasser, mais tout le long du film, tu sais, ils ne tombent pas en amour parce qu'on sent que c'est impossible, mais il y a comme un genre d'amitié ou de tension tangible. Et on nous amène dans les rues de Tokyo pour découvrir la ville. Et là, ils sont complètement perdus, dans la traduction, parce qu'ils ont complètement perdu leur repère, mais il faut quand même qu'ils se réinventent. C'est un film lent, c'est un film qui n'est pas pour tout le monde, mais ça demeure mon film préféré. Ben, je vais l'écouter, promis. Là, on va revenir à nos moutons. Oui. On était rendu là, tu as décidé d'aller à l'Université de Montréal en communication. Oui.
après avoir fait ton cours, qu'est-ce qui se passe? On est rendu là. Oui, en fait, là, je fais mon baccalauréat en communication journalisme. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, je vais devenir journaliste pour... j'admirais beaucoup Pierre Bruno, tu sais, être chef d'antenne, ça m'intéressait beaucoup. Et au fur et à mesure de mon bac, je me dis, non, peut-être que le journalisme n'est pas pour moi. Donc, tout de suite après mon bac, je suis en allé en relations publiques pour travailler au Centre canadien d'architecture et au placement étudiant du Québec. Donc, ça a été des jobs d'entrée là, pendant un an et demi. Et c'est à ce moment-là que je me dis, bon, je ne veux plus devenir pompier. Relations publiques à un niveau junior, je ne suis pas certain. J'ai toujours voulu devenir pompier. Fait que là, je retourne à l'école à temps plein pour devenir pompier. Donc, à l'école hippique à Laval, j'ai étudié là pendant un an à temps plein. Ça a été une année extrêmement difficile. On me voit à ma graduation très, très mince. Je devais peser 50 livres de moins qu'aujourd'hui. Très en forme et très aussi fatigué parce que c'est une année où on nous met vraiment dans les extrêmes. On nous apprend à faire du sauvetage sur glace, faire du sauvetage en hauteur, faire du sauvetage dans des espaces clos. Donc, une année très, très les difficile. études sont difficiles pour être difficile pompier. et ça nous met vraiment dans des situations extrêmes, mais ça te parle, ça t'amène beaucoup de choses sur toi, ça t'amène à te connaître bien. Oui, quand tantôt on parlait là, du courage, la confiance Ouais. en soi, ça doit être... Ça m'a beaucoup aidé, puis même au niveau de la gestion du stress. Maintenant, si j'ai quelque chose de stressant dans ma vie, je me dis c'est toujours moins stressant que de rentrer dans une maison en flammes. C'est sûr. Donc, ça vient relativiser tout. Vraiment. Puis, non, mais j'ai quand même, c'est ça, cette année-là, j'ai appris beaucoup sur moi. Puis par la suite, c'est là que mon grand retour à Charlevoix, 6 ans plus tard, est arrivé à 25 ans. Donc, tu as été pompier à... J'ai fait mon étude pendant un an. Tu es emmené dans Charlevoix tout de dans suite après. Charlevoix pour travailler à la MRC de Charlevoix-Est. Tu as été combien de temps dans la MRC de Charlevoix-Est? 2 ans. OK. 2 ans. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Donc là, tu as des études en communication, tu es pompier. Mais là, j'étais responsable de la sécurité incendie et des communications pour la MRC de Charlevoix-Est. Donc, c'était quand même pertinent. Alors, on peut penser que les deux domaines sont complètement distincts, mais c'était pertinent. Ça se rejoignait quelque part. Oui. Et c'est là que je me suis dit, j'ai jamais été journaliste, peut-être que je devrais aussi aller voir si ça me plairait. Et j'ai participé à un concours qui s'appelait Offre d'emploi sous les projecteurs avec Cindy Simard à CIMT TV. On voit la photo. Le fameux concours, ça, les gens de la région vont peut-être s'en souvenir. Donc, j'ai participé à ce concours-là pour devenir co-animateur d'une émission estivale. Finalement, j'ai pas gagné, mais ça m'a quand même permis de me faire connaître du public. J'ai été journaliste à CIMT TV dans Charlevoix et à Rivière-du-Loup pour remplacer. Avec cette expérience-là, j'ai été journaliste à TQS Montréal aussi à l'été 2005. Donc, ça allait vite, là. Ça allait vite. Ça s'est mis à bouger, là. Ça s'est mis à bouger, mais c'est là que je me suis dit, non, le journaliste, aller couvrir des funérailles de gens qui se sont faites, c'est sûr que c'était beaucoup les faits divers et ça n'entrait pas dans mes valeurs. Donc, après mon été à TQS, je suis un gars qui n'abandonne pas. J'ai quand même terminé mon été, mais je me suis dit, non, je reviens aux relations publiques de façon plus stratégique, porte-parole, médias. J'ai fait un DESS à l'Université Laval. C'est quoi ça? Un niveau maîtrise en relations publiques. Et c'est là que je suis devenu conseiller en communication au Casino de Charlevoix. Ensuite, donc là, on s'installe dans Charlevoix. OK. Oui. Combien de temps tu as été au Casino de Charlevoix? 2 ans. Un autre 2 ans. Non, écoute, je te le disais, je carburais au défi. Fait que 2 ans, pour moi, c'était le record. Fait 2 ans dans un emploi, je commençais déjà à gratter. Maintenant, je me suis assagi. Bien là, je comprends pourquoi j'ai eu l'impression que tu avais eu 2 fois plus de vie que moi. C'est que tu as eu beaucoup moins de... J'étais pas... en fait, j'étais fidèle à ma carrière, mais j'étais pas très fidèle. Mais tu sais, à l'époque, on était plus jeunes, puis on allait où les défis... c'était ma personnalité. Donc, 2 ans au Casino de Charlevoix. Et là, l'appel de Montréal me fait sentir. J'avais un copain à Montréal. Donc là, je me dis, bon, peut-être que je devrais retourner en ville. Et c'est là. Là, j'ai été 10 mois, même pas un an, à la commission scolaire de Montréal. Ensuite, l'Auto-Québec, Hydro-Québec et 3e retour du côté de l'Auto-Québec. Ah, OK, donc tu avais déjà travaillé pour l'Auto-Québec. Après ça, Hydro, puis tu es revenu à l'Auto-Québec. C'est la 3e fois qu'on me réembauche à l'Auto-Québec. Ah, ouais. Première fois au Casino de Charlevoix, 2e fois pour les 4 casinos et finalement à l'Auto-Québec comme directeur corporatif et porte-parole de l'entreprise. Tu as dit que c'était l'amour qui t'avait amené à Montréal. C'est quoi la place de l'amour dans ta vie?
Bien, c'est important. Hein. Est-ce que, Présent. comme ta carrière, ça l'a changé beaucoup? Ça a été Mais j'ai eu peut-être... d'un défi à un autre ou Non, non? ça non, par exemple. En fait, c'était pas tant le... Ben, des fois, des relations, on s'essaie 1 an ou 2, ça fonctionne pas. C'est la vie, là. Puis j'étais pas non plus quelqu'un qui veut être en couple à tout prix. Je vais être en couple si jamais ça fonctionne bien, puis je sens vraiment une belle complicité, puis je sens un avenir avec la personne. Donc, j'ai eu peut-être 4 ou 5 copains importants qui ont duré peut-être entre 2 et 3 ans, 2 et 5 ans et demi, pardon. Et là, présentement, c'est ça, je suis fiancé avec mon copain actuel, Jérémy. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble et on s'est fiancé après 1 mois et demi qu'on s'est rencontrés. Oh, pour vrai? Donc, c'est un coup de foudre, là, vraiment, une belle histoire d'amour. En anglais, on dit « if you know, you know ». Là. Pour vous, c'était clair. Ouais. Ben, en fait, pour moi, c'est moi qui lui ai demandé. Ah oui? Puis il était un petit peu surpris, mais on est parti en voyage un 31, en fait, pour la période du jour de l'an. Puis le 31 décembre, mis un genou par terre sur la plage. Ah, que c'est beau! C'est un anglophone du Nouveau-Brunswick, venant d'une famille, aussi d'une grande famille et tout ça, quelqu'un avec des belles valeurs. Est-ce que vous aimeriez avoir des enfants? On en a parlé. Moi, c'est sûr qu'à 43, lui, il est 10 ans plus jeune, il a 33. On en a parlé. C'est sûr que c'est pas une priorité, je dirais. J'ai certains amis qui se sont dit, je veux des enfants à tout prix, puis c'est mon but. Nous, c'est pas comme ça. Et je sais pas, j'ai eu des... J'aimerais pouvoir te dire, oui, adopter avec la DPJ. Puis ah oui, c'est vrai que ça serait très beau. C'est une belle cause, puis tu connais mon engagement. Oui. Sauf que j'ai des expériences, encore une fois, de ce que j'entends. Ça peut être un petit peu difficile, beaucoup d'attentes et tout ça. Est-ce que tu crois qu'avec ta carrière, ça pourrait quand même être possible? Oui. Oh, oui. T'as encore un peu de temps libre pour faire à souper. Bien, je fais à souper, mais là, c'est peut-être que je serais moins engagé dans différentes causes si j'avais des enfants. Mais je trouverais le temps. Bien, pour l'instant, j'aime les enfants des autres. J'ai mon neveu et ma nièce aussi qui sont rendus grands, par contre, mais je gâte les enfants des autres. Mais les enfants de mes employés, je les aime aussi beaucoup. Là, on se voit moins, là, mais mes employés, parfois, amènent leurs enfants au bureau, puis je leur donne des petits cadeaux et tout ça. Donc là, on va aller écouter ta chanson que tu as choisie, puis on revient après pour parler de tes engagements, justement. Parfait. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. Wow, Patrice! C'est un côté de toi que je connaissais pas, Starmania. Bien, en fait, j'ai pas choisi peut-être la plus entraînante, mais je suis un fan de cette version-là de Starmania, Mogador 94, avec Bruno Pelletier. Ben oui. Luce Dufault, c'est cet opéra-là qui les a fait connaître. Et quand je suis en auto, là maintenant, on n'a plus de CD, là, on est comme vraiment avec les MP3 et tout ça. Mais je la mets là, et je chante presque toutes les chansons. On a 24-25, je les connais tous par cœur. Puis en plus, dans l'auto, je chante pas bien du tout, mais dans l'auto, on est comme dans un habitacle. Fait que là, j'ai l'impression que j'ai de la voix, puis là, je chante et tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose que les gens connaissent pas de moi, mais je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais pour surprendre? Ah oui, c'est vraiment intéressant. Grand fan de Starmania. Ah, génial! Ouais. Peut-être que Bruno Pelletier et Luce Dufault nous écoutent, puis ils vont m'envoyer un message sur Facebook. On va changer de sujet parce que tu es un gars qui est extrêmement engagé. Et je veux que tu nous parles des causes que tu as choisi de soutenir puis de porter à bout de bras. Bien, en fait, il y en a plusieurs. On a vu des photos, on va voir des photos, pardon, tout à l'heure de Movember. Movember, c'est peut-être la cause qui a été la première à me parler. La santé mentale des hommes. Les hommes doivent finalement apprendre à parler de leurs émotions. Moi, j'ai eu des problèmes d'anxiété, justement liés avec le fait que j'étais tout le temps dans la performance et je voulais tout le temps être parfait et pas avoir de failles et tout ça. Fait que ça a généré des problèmes d'anxiété et j'en ai eu conscience, j'ai consulté et je voulais dire un message aux hommes, c'était écoutez, demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. T'sais. Fait que ça a été mon message. J'ai participé à Movember pendant 5 ans, me faire
poussé la moustache et rasé. Finalement, la moustache est restée. Mhm. Mais j'ai été ambassadeur pendant 5 ans. Je savais même pas que Movember, c'était vraiment pour donner un aide psychologique aux hommes en détresse. Ben, en fait, il y a le cancer de la prostate, le Oui. cancer testiculaire, la santé mentale et l'activité physique aussi. L'organisme ok. s'est comme un peu Oui, développé, diversifié avec le temps, effectivement. OK. Donc, 2015, porte-parole national et en 2016, porte-parole international dans la campagne. Là, ça, c'est la publicité qui est circulée un peu partout. Puis c'est justement avec un message positif à dire aux jeunes. Je trouve ça important aussi de dire aux hommes, de dire aux jeunes de croire en eux, de ne pas se faire dire qu'ils ne sont pas assez bons, de ne pas se faire dire qu'ils ne peuvent pas faire les choses. Donc, je suis ambassadeur aussi de Jeunesse J'écoute depuis 3 ou 4 ans. OK, c'est une super cause, ça Oui, aussi. oui, puis je les aide avec leur communication. J'anime leur marche annuelle de collecte de fonds pour ramasser des sous. Et tout au long de l'année, là, je les soutiens. J'ai fait aussi 8 défis tête rasée Leucan. 8. Ouais, dont certains avec mes collègues de l'Auto-Québec pour ramasser des sous. J'ai ramassé au moins plus de 10-12 000 là, au fil des ans. Wow. Puis, je suis impliqué aussi comme ambassadeur de 2 organismes pour les LGBTQ, donc gays et lesbiennes, Interligne et la Fondation Émergence comme gouverneur. Donc, c'est toutes des causes qui me tiennent à cœur. Veux-tu m'en Et- parler de la dernière cause Oui. pour les LGBTQ+. Oui. Quel est le sentiment ou qu'est-ce que tu crois qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que ça peut faire, justement, ton implication? Ça les aide de quelle façon? Bien, en fait, moi, le message que je lance, c'est soyez vous-même. Là, présentement, là, vous avez 18 ans, vous êtes dans une région au Québec ou ailleurs, puis vous sentez que, mon Dieu, je suis peut-être gay, puis là, ça prend des proportions dans ta tête, puis c'est intense, puis tu veux pas, puis là, tu te dis, oh, mon Dieu, tout m'est pas ça. On a tous passé par là. Puis moi, d'ailleurs, j'ai des exemples là, de jeunes gars qui m'ont écrit, puis pendant 1 an, je les ai amenés à faire leur coming out, puis encore aujourd'hui, ils me disent, Patrice, merci de ton aide, parce que maintenant, mes parents, mon entourage le sait, puis je suis tellement plus heureux. Puis c'est ce que je veux leur dire. Présentement, vous trouvez ça difficile, là, mais projetez-vous dans 1 an, dans 2 ans, quand vous allez l'avoir dit à votre entourage, puis je vous garantis que ceux qui tiennent vraiment à vous vont être encore là, puis Bien vous allez sûr. être plus heureux. Puis c'est vrai, tu sais. C'est Est-ce vrai que ça tu crois s'avère. que c'est plus facile en ville qu'en région pour justement sortir du placard? C'est beaucoup mieux que c'était. C'est beaucoup mieux que c'était. C'est sûr que à l'époque, au secondaire, tu sais, bon, je savais pas encore que j'étais gay, là, mais si je l'avais été, ça aurait été certainement difficile. Je pense que c'est plus facile encore dans les grands centres, mais de plus en plus, c'est facile aussi. Même dans Charlevoix, on en a. J'ai des amis très Oui. ouvertement, puis c'est très, très bien accepté. C'est plus dans certaines régions du monde où c'est encore tu Ah, sais, c'est sûr. passible d'amende, même d'emprisonnement, même de la peine de mort. Là. Donc, la cause a avancé, mais c'est pas encore tout gagné. Fait que moi, si je peux juste contribuer à individuellement dire à quelqu'un qui vit en Europe, dans un pays où ça va un petit peu moins bien, tu sais, encore une fois sur TikTok. Est-ce que tu es en train de me dire que ton message, non seulement il est entendu au Québec, mais qu'il est entendu ailleurs dans le monde? Ben, sur les médias sociaux, je suis suivi par des gens de partout dans le monde. Là. Sur TikTok notamment, je crois que j'ai 120 000 abonnés de partout, États-Unis, Europe. J'ai Wow. beaucoup de gens qui me suivent aux Philippines, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi les Philippines. Et j'ai des gens qui m'écrivent, ça me prend pas, je le fais pas individuellement pour des centaines et des centaines de personnes, mais quand je sens que quelqu'un me dit, tu pourrais-tu juste m'écouter, je sens que j'ai toujours mon petit pep talk qui dit, regarde, tu sais, à un moment donné, quand tu vas être prêt, tu vas voir que tu vas te sentir mieux avec toi. Puis c'est ça. Ce que je reçois, quand je reçois des messages du style « Écoute, Patrice, j'aime les vidéos que tu publies, j'aime tes publications. Tu démontres qu'on peut être heureux, puis on peut être un homme tout à fait confiant, même en étant gay, très ouvert. T'as pas de problème au travail. L'Auto-Québec, j'ai jamais eu de problème, jamais un commentaire ou sentir un malaise de la part des patrons ou des collègues. Puis même si j'en avais, je leur dirais... C'est un problème, tu sais, c'est toi qui as un problème, moi j'en ai pas. Mais c'est ce gars gay assumé-là, cet homme gay devenu très confiant, je pense que ça inspire. C'est pas pour me lancer des C'est fleurs, vrai que là, c'est mais inspirant. merci beaucoup. On va là. Merci, mais c'est C'est ce que vrai. j'entends, c'est ce que j'entends comme message. Puis si je peux le dire aux jeunes de façon la plus large possible, je le Je fais. crois que tu t'es impliqué aussi ailleurs dans le monde pour un organisme en relations publiques, je pense. Oui, j'ai fait ça date un petit peu plus longtemps. C'est de 2011 et 2012. J'ai fait 2 missions en Afrique, au Niger, pour aider des organismes à lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants
Ça, c'est une photo Est-ce que c'est toi qui as tirée de- choisi ta cause, les femmes et les enfants, ou ça t'a été un peu proposé? Ben, en fait, ça m'a été proposé, mais c'est certain que si la cause ne m'avait pas parlé, je ne l'aurais pas choisi. Mais j'ai dit oui, tout à fait, la cause fit bien avec moi. Puis c'est ça, j'ai fait 2 Donc là, missions qu'est-ce que tu de fais? Tu les plusieurs aides de quelle semaines. façon? C'était tous des organismes, des organismes à but non lucratif au Niger qui se réunissaient dans la capitale, qui était Niamey, lorsque j'y allais, pour recevoir des conseils en communication, comment mieux rédiger, comment convaincre les différents publics que c'est mal de faire de la violence faite aux femmes et aux enfants. Donner des trucs aussi de communication, comment parler en public pour améliorer son impact. Donc, il y avait plusieurs formations là, sur plusieurs Est-ce que tu as jours. su si ça avait fait des petits, si ça avait Oui, ben, changé un peu les mentalités? C'est sûr ou, que c'est des changements de mentalité qui se font sur des années, sur des décennies. Par contre, comme j'y suis retourné au même lieu un an plus tard, je me souviens, entre autres, une anecdote, un des hommes à qui j'enseignais, il était très gêné, il parlait devant le public un peu comme ça. Et la fois d'après, il s'est exprimé devant le groupe comme si c'était devenu un orateur hors pair. Et c'était presque arrangé avec le gars des vues. J'arrive pour donner mon cours la deuxième fois que j'y vais. Il y a une jeune fille qui avait l'air d'avoir 16 ans, mais je pense qu'elle en avait même 14. Et il y a un participant de mon cours qui me dit « Patrice, je ne pourrais pas rester à ton cours. Je suis en train de faire une intervention avec une jeune fille qui a entendu parler qu'on avait un cadre de concertation contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Elle s'est sauvée de son village parce que son père voulait la marier à un homme plus âgé et elle a entendu dire qu'on existait, donc elle s'est sauvée. Et là, je dois intervenir. Elle dit qu'elle a 16 ans, mais on n'a pas de certificat de naissance, puis on croit même qu'elle a 14 ans. Fait que je me suis dit, ah, tu vois, ça veut dire, tu sais, ça a été une petite ça veut dire que le réussite. travail était Ouais. vraiment utile. Ouais, Donc, ouais. c'est ça qu'on voit Ça, ici. c'est ce qui m'a le plus touché de ma présence. Je crois que c'est cette intervention-là avec cette jeune fille. Wow. Ouais. On va faire une petite rafale. Question de te connaître un peu plus. Alors, Ça va faire plaisir. est-ce Je que te suis, moi, c'est toi la bosse. ben, tu réponds par oui ou non, puis si tu as envie d'en rajouter, vas-y. Tu vas avoir de la misère à juste répondre oui ou non. Ouais. hein? Est-ce que, Patrice, tu es un gars sensible? Oui. Oui. Est-ce que tu es un romantique? Ça dépend des jours. Je dirais moyen. OK. Est-ce que tu te dirais féministe? Oui. Oui. Est-ce que tu es écologiste? J'aimerais l'être plus. Je suis recyclage et tout ça. J'ai pas encore du côté du compost et tout ça, mais au moins je recycle. Maintenant, tu es à Baie-Saint-Paul, compost obligatoire. Je sais. J'ai ma boîte de recyclage, de compost, mais bon, à suivre. Je vais m'y mettre. Après ça, est-ce que tu es un bon conteur? Raconteur, Oui. raconter une histoire. Es-tu un chouineux? Pas- Non. non, je pourrais pas dire que c'est Est-ce que tu es un farceur? Es-tu du genre à faire des tours? un peu, mais c'est juste moi qui se trouve drôle. Non, pas tant. Est-ce que tu es un bon cuisinier? Je suis un cuisinier exécrable. Je suis pas fier de ça, mais je suis un gars de 43 ans qui cuisine pas. Et même si, je vais me faire des choses sur barbecue, des salades et tout ça, mais même quand j'ai essayé, j'ai eu des moments d'épiphanie dans ma vie. Je me dis, là, ça va faire, là, de pas cuisiner. Et je me suis acheté des livres de recettes. Pour moi, c'est pire qu'une tâche ménagère. Puis j'ai toujours été dans des couples où le conjoint disait, bah, moi, je cuisine mieux, puis je vais prendre cette tâche-là. Moi, je vais faire la vaisselle, ça va me faire plaisir. Mais non seulement je suis pas un bon cuisinier, mais exécrable et là. Ah oui. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime recevoir, là? Oui, À ça, monter oui. des belles tables, accueillir. Ça, oui. Par contre, j'ai tendance à être un peu ambiverti. Donc, c'est un mélange d'extraverti dans mon travail et tout ça, et introverti à la maison. Donc, je vais avoir tendance à inviter des gens plus en petits groupes pour qu'on Oui. puisse échanger un peu comme on fait là. Présentement, c'est presque comme si on était dans mon salon puis on jasait. Je suis plus confortable dans ce genre de setting-là. S'il y a un grand groupe, je vais y être aussi, puis je vais prendre ma place, mais je suis plus confortable dans des petits groupes. S'il y avait quelque chose qu'on ne peut pas se douter, là, qu'on ne sait pas sur Patrice, là, as-tu une confidence à nous faire de quelque chose qu'on ne peut pas se douter là, que tu es? J'ai un côté geek et nerd assez développé. Et je collectionne des figurines de personnages de super-héros. C'est très nerd, c'est très geek. là. Et sur TikTok, je suis sur TikTok depuis récemment. Et il y a un personnage de jeu vidéo
qui s'appelle Apex Legends, de jeu vidéo. Et les gens ont dit, mon Dieu, il y a un personnage qui te ressemble, un nouveau personnage, et je l'ai vu, et il est vraiment pareil comme moi. Là. D'ailleurs, j'ai comme la petite mèche qui va devenir blanche pour y ressembler encore davantage. Fait que je me suis fait moi-même avec mes mains, en prenant du fer, le personnage a un bras de robot, tu sais. Fait que je me suis fait avec du fer, puis un patenteux, là, puis là, je suis dans mon atelier, puis je travaille. Ça, c'est quelque chose, moi-même, que je me surprends. Les gens sont surpris parce que je me connaissais pas ce côté. Oui, justement, est-ce que tu es bricoleur? Ben, je croyais que non, ce genre mais oui. dans une maison avec un établi puis une place pour bricoler, là, oui. T'aimes ça? Oui, j'aime ça. Le côté que je... Ben, t'as raison, on le savait moi-même, pas. je suis surpris de l'avoir. Je pense que les gens le savent. J'aimerais que tu me parles de... C'est quoi le plus grand défi que tu as dû relever? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi comme défi dans ta vie? Je dirais, c'est un défi en fait qui est continu. Puis je veux pas être trop intense ou émotif, mais tu sais, quand on vient avec un parcours comme le mien, tu es un enfant beaucoup plus timoré, beaucoup plus solitaire. restreint, puis un peu taquiné. Je pense que c'est le travail d'une vie d'avoir confiance, de s'assurer de. Tu sais, j'ai l'air, je suis hyper confiant dans les faits, mais ça vient toujours avec un certain doute. Parfois, pas toujours, mais tu sais, de moins en moins, je te dirais. Mais j'ai eu beaucoup à travailler ça parce que c'était... C'est beau, ça. Je partais de loin. Ta plus grande réalisation, finalement, c'est d'être devenu l'homme que tu rêvais d'être? Ben, je sais pas si je rêvais d'être un homme comme ça, mais puis on s'améliore tout le temps. Personne n'est parfait, mais je suis comme fier de ce que je suis devenu avec le peu que j'avais à l'époque. Puis juste en travaillant moi-même sur ce que je suis, sur ma propre confiance, en me parlant. Puis c'est ça s'améliore beaucoup. Wow! Je sais pas si un jour je vais pouvoir dire c'est complètement derrière moi. Puis même les gens qui doutent pas assez, c'est pas nécessairement bien parce qu'à un moment donné, tu peux avoir des angles morts, puis tu t'en vas dans le mur, puis tu n'écoutes pas personne et tout ça. Fait que douter, parfois, c'est bon. Moi aussi, je pense que c'est essentiel. Ouais. Mais oui, je suis fier. Ben sans prétention, je pense que je suis fier. Il y a de quoi être fier. Merci. Est-ce que tu as encore des rêves? Oui. Parle-moi donc, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais dans les prochaines années? C'est drôle, hein? Je vais te répondre quelque chose qui, habituellement, quand on parle de rêve, les gens arrivent avec des choses grandioses, de voyage, de faire le tour du monde et tout ça. Moi, j'ai l'impression que mes rêves sont un petit peu plus à échelle humaine, surtout avec ce qu'on a vécu avec la pandémie, mon retour dans Charlevoix, l'achat d'un chalet. Tout ça a remis un peu les choses en perspective. Je vivais au centre-ville de Montréal, dans des condos, vraiment au centre-ville. Ouais. Là, tu sais. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais chercher là-dedans? Tu sais, oui, il y a des activités, il y a des spectacles, tu sais, je vais les voir, de temps en temps, j'assiste à des concerts et tout ça, mais est-ce que ça m'apporte tant, tu sais? Pas tant. Puis là, la pandémie a fait en sorte que tout s'est arrêté, donc là, il a fallu vraiment se réinventer puis revoir ses choix de vie. Puis je me rends compte que de venir justement dans Charlevoix, tu sais, c'est un rêve que j'aurais peut-être eu à 65 ans en prenant ma retraite, mais là, j'ai pu m'acheter un petit chalet modeste, mais c'est chez nous, puis c'est beau, puis je suis bien content. Puis de vivre vraiment une vie un peu plus simple, proximité de ma famille, de ma mère, de ma sœur. Je sais pas, mon rêve, ce serait peut-être de pouvoir consolider un petit peu la carrière, mais avec un rythme de vie plus lent, plus à échelle humaine. J'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de grands voyages. Oui, je pourrais voyager encore, mais je suis pas quelqu'un qui est passionné et nourri par les voyages. Ça, c'est celui que j'ai fait le plus loin, là, en Thaïlande. Puis j'ai été heureux, j'ai aimé ce voyage-là, mais entre toi et moi, là, c'est pas très populaire comme opinion, mais je suis revenu en me disant, mon Dieu, ce voyage-là m'a coûté plusieurs milliers de dollars. Là, puis est-ce que ça m'a apporté autant que... Ouais. Puis malheureusement, je dois dire que, Que ton chalet, présentement, te donne plus. Oui. Puis pourtant, c'est pas... c'est un peu moins sexy comme rêve, mais c'est ça. Mais là, je crois que ton chalet, il y a une vue sur le fleuve. Là. Moi, je trouve ça ultra sexy. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est sexy. C'est sexy, mais tu sais, si je te disais, je veux faire le tour du monde, tu sais, ça fait comme genre, wow, mais... Non, en toute honnêteté, puis transparence et authenticité, des rêves très, très simples. Qu'est-ce que ton conjoint en pense de venir s'installer dans Charlevoix? Ah, ben on verra rendu là. Mais tu sais, il y a toujours moyen de partager son temps. Puis... Donc, la route te fait pas peur? Non, puis je suis habitué de la faire. Je l'ai fait des centaines et des centaines de fois. Et c'est sûr, avec la pandémie, quand on va retourner au travail à l'Auto-Québec, ça va être avec du temps partiel également. Donc, une présence au bureau et continuer en télétravail. Fait que je vais quand même pouvoir conjuguer les deux. Là, puis, Donc, tu aimes ça, le télétravail?
J'aime ça. Il y a ces côtés un peu moins positifs. C'est sûr que j'aime être gestionnaire. Comme je te dis, j'aime mon équipe. Puis, je suis un gestionnaire très humain. Tu peux le deviner, là. Et gestionnaire avec un style de gestion, beaucoup de proximité. Donc, les gens qui viennent dans mon cadre de porte, qui me demandent des décisions et je lis et je décide et je réagis extrêmement vite. Donc, ce contact-là avec les employés, je l'ai moins. Là, c'est sur un écran et tout ça. Il faut s'appeler, il faut se faire une réunion. Fait que on a perdu peut-être un petit peu de spontanéité, puis je m'ennuie de mon équipe. Mais sinon, on reste positif parce que on est quand même parmi les privilégiés. Quand Patrice Lavoie est entre deux réunions, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? Bien là, présentement, c'est ça. Je suis dans mon établi, puis je bâtis mon bras de robot. Je le dis, puis c'est... Dommage qu'on n'ait pas d'image du bras de robot, mais J'aurais dû t'envoyer une photo. J'ai des vidéos sur TikTok d'ailleurs. Mais non, c'est ce que je fais. Puis je passe aussi beaucoup de temps avec ma famille, avec ma mère. Je passe quand même plusieurs heures par jour avec ma mère. Il faut prendre des marches et tout ça. Donc ça, c'est des années qui ne reviennent pas. Fait que je trouve ça important. Est-ce que tu as des regrets? Y a-t-il des choses que tu ferais différemment si c'était à refaire? J'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Par contre, on parlait de l'intimidation et tout ça, puis de comment je veux dire aux gens que la vie s'améliore en vieillissant et tout ça. Ce que j'aimerais, le regret que j'ai, c'est de pas avoir su à cet âge-là, de pas personne comme moi qui m'ait dit, tu sais, Patrice, t'as 14 ans, puis tu trouves ça difficile présentement, puis t'es un peu renfermé et tout ça, mais tu sais, quand tu vas avoir 20 ans, là, tu vas regarder cette période-là, puis tu vas dire, mon Dieu, que la vie est beaucoup plus large que les murs de la polyvalente Saint-Aubin, et tu sais, mais on le sait pas, tu sais. Puis moi, j'ai pas eu personne pour me le dire, tu sais. Fait que j'avais l'impression que mon univers, ce serait ça, tu sais, puis c'était très angoissant, très anxiogène. J'aurais aimé ça que quelqu'un me dise. Avoir su ça, j'aurais passé de plus belles années, tu sais. J'avais l'impression, tu sais, chaque jour, de me faire dire, ah, ben là, je dois pas être bien bon. Le monde me dit que je suis un pas bon, puis tout ça. Puis ça, c'est un regret, tu sais, parce que j'ai manqué des belles années. Ben, je les ai manquées, j'ai quand même vécu, puis j'ai été heureux, là, dans une certaine manière, mais l'avoir su plus tôt. Mais tu penses pas que ça t'a préparé à la critique? Que ça t'a préparé à savoir que, de toute façon, tu plairais pas à tout le monde? Quand on est un personnage comme toi, on est confronté à ça aussi. C'est vrai. Les commentaires positifs et négatifs. C'est vrai, puis c'est pour ça non plus que j'ai pas... tu sais, quand tu me demandais si je pardonnais et tout ça, tu sais, maintenant, comme je suis un gars résolument positif, je me dis, c'est tout simplement... Ça m'a aidé à être l'homme que je suis aujourd'hui, avec ma part d'ombre et de lumière, mes forces et mes faiblesses. Fait que oui, c'est un regret de l'avoir su, mais en même temps, quand je regarde le passé, je me dis, tu sais, j'ai fait du monde pareil, je suis fier de l'homme que j'ai devenu, puis effectivement, peut-être que ça m'a donné une force de caractère que j'aurais pas eu autrement, puis... C'est sûr que des fois, les critiques, personne n'aime ça, là, mais c'est sûr que ça me dérange pas tant que ça. Je suis comme, c'est ton opinion, ça t'appartient. Moi, je connais c'est quoi la vérité. Capable de vivre avec. Oui. Hey, je te remercie, Patrice. C'est déjà fini? Ben oui, c'était une heure formidable. Ça a été vraiment une joie. J'ai adoré ça. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Puis là, ben après ça, on fait une autre émission, mais ça va être hors d'onde, on ne nous verra pas. Mais il faut que je te pose les mêmes questions que tu m'as posées. Tu sais. C'est pas juste, là, c'est juste toi qui as posé des questions. Merci, Patrice. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Tu n'as pas changé. Puis, je t'aime beaucoup. Merci.